Auschwitz-Birkenau, 7 octobre 1944, 13h25, Philippe Müller, prisonnier numéro 29236, se tient devant le crématoire 3 après avoir traité son 437e convoi. Il connaît 3 faits documentés qui rendent son existence pire que la mort qui l'entoure. Dans exactement 89 jours, les SS l'exécuteront conformément au protocole de rotation du Sonderkommando. Mais le dossier administratif qu'il a vu hier révèle quelque chose de plus horrible que la date d'exécution elle-même. Le convoi de ce matin comprenait des visages de sa ville natale slovaque, mais les règles des SS ne l'obligeaient pas seulement à garder le silence. Sous ce plancher, il a caché un manuscrit qui documente ses propres actions. Des actions si accablantes que même si le témoignage survit, il sait qu'il sera utilisé pour condamner les victimes plutôt que les auteurs. Le système Sonderkommando n'était pas conçu pour tuer efficacement, mais pour détruire l'humanité des témoins avant d'éliminer leur corps, et les SS ont documenté chaque étape de cette destruction avec une précision bureaucratique. Le calendrier des exécutions n'était pas ce que Müller a vu dans le registre administratif d'hier. Ce qu'il a découvert montre que les SS ont conçu le système Sonderkommando en utilisant des principes qui ne seront décrits officiellement dans la littérature psychologique que des décennies plus tard, le 6 octobre 1944, Müller a reçu l'ordre de classer des documents administratifs SS dans les bureaux du crématorium 3, une tâche normalement interdite aux prisonniers. Il a trouvé la directive opérationnelle 4/88B datée du 12 août 1944 et signée par le SS Hauptsturmführer Otto Moll. La directive ne se contentait pas de planifier les liquidations, elle en exposait aussi la justification psychologique. Citation directe du document retrouvé, qui se trouve maintenant dans les archives de Yad Vashem. La rotation du Sonderkommando doit avoir lieu tous les 90 à 120 jours pour éviter la consolidation des témoins, l'adaptation psychologique qui réduit la docilité, la formation de réseaux permettant la résistance. Le protocole de liquidation prévoit une période de transition de 14 jours pendant laquelle l'unité existante forme l'unité de remplacement à toutes les procédures opérationnelles, mission finale de l'unité existante, traiter les restes de l'unité précédente pour montrer la continuité du système. Les SS avaient calculé que le fait de forcer les prisonniers à former leurs remplaçants, puis de regarder ces remplaçants traiter leur corps, créait un état psychologique spécifique qu'ils appelaient dissociation opérationnelle, ce que nous appelons aujourd'hui la fragmentation traumatique. Il ne s'agissait pas de cruauté pour la cruauté, c'était de la psychologie appliquée. Les SSS ont étudié combien de temps les prisonniers pouvaient fonctionner avant de s'effondrer. Ils ont découvert que 90 à 120 jours produisaient une soumission par le désespoir, optimale, suffisamment longue pour que les prisonniers abandonnent tout espoir de survie, mais suffisamment courte pour empêcher toute adaptation psychologique ou organisation de la résistance, mais le calendrier de liquidation n'était qu'un cadre. Les protocoles opérationnels quotidiens, consignés dans les registres du crématoire retrouvés en 1945, révèlent la destruction systématique de l'identité qui se produisait entre la sélection et l'exécution, registre du crématoire 3, entrée datée du 15 mai 1944, signé par le SS Unterscharführer Stark, efficacité du traitement, 2000 unités en 4,2 heures, conformité du Sonderkommando. Acceptable. Remarque, le prisonnier 29236, Müller, a reconnu plusieurs unités provenant de son transport d'origine A, maintenu son sang-froid opérationnel conformément au règlement. Recommande de le garder pour ses compétences linguistiques. Unité était le terme utilisé par les SS et pour désigner les êtres humains. Sang-froid opérationnel signifiait que Müller ne montrait aucune émotion lorsqu'il traitait des personnes qu'il connaissait. Et recommander le maintien signifiait que les SS gardaient délibérément les prisonniers capables de maintenir cette dissociation, car ils avaient découvert quelque chose de crucial. Des documents de formation interne des SS, retrouvés dans les archives d'Auschwitz et publiés lors des procès de Francfort en 1960, révèlent que les psychologues du camp conseillaient « Les prisonniers qui parviennent à dissocier leur identité de leurs actions offrent une efficacité opérationnelle optimale. Ceux qui gardent une réponse émotionnelle doivent être éliminés. » Les SS avaient découvert qu'en forçant les prisonniers à mécaniser leur humanité, ils obtenaient des travailleurs plus fiables que ceux qui gardaient un lien émotionnel. Ils provoquaient une mort psychologique tout en préservant les fonctions biologiques.
Ce qui nous amène à ce qui s'est passé lorsque la dissociation soigneusement entretenue par Müller s'est effondrée, lorsque le transport de ce matin l'a forcé à affronter la reconnaissance qu'il avait été formé à réprimer. Le transport de mai 1944 depuis la Slovaquie n'était pas aléatoire. Les SS savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont acheminé le transport de la ville natale de Müller vers le crématorium 3. Et le règlement interdisant la reconnaissance n'était que la première couche d'un protocole conçu avec une précision chirurgicale. Les documents de formation du Sonderkommando, récupérés à Auschwitz et présentés comme preuve lors du procès d'Auschwitz en 1947, contiennent un manuel de 23 pages intitulé « Protocoles opérationnels pour le personnel des escouades spéciales ». La section 7 traite de la gestion des événements de reconnaissance. Traduction directe du document allemand. Lorsque le personnel du Sonderkommando rencontre des personnes connues parmi les unités arrivantes, le protocole suivant est obligatoire. Maintenir le récit trompeur sans déviation, utiliser ses connaissances personnelles pour renforcer la conformité, employer un langage familier, faire référence à des expériences communes pour instaurer la confiance. Le contact physique est autorisé s'il permet d'améliorer l'efficacité du traitement. Il est interdit de montrer ses émotions, toute violation entraîne le renvoi immédiat du personnel et des unités familiales associées si elles sont présentes dans le système du camp post-traitement. Le personnel impliqué dans des événements de reconnaissance se présentera au médecin SS pour une évaluation psychologique et une éventuelle réaffectation. Le point 2 est le mécanisme de cruauté ultime. Les SS n'interdisaient pas seulement d'avertir. Ils exigeaient d'utiliser les relations personnelles comme armes pour faire avancer la tromperie. Le témoignage de Müller, corroboré par Henrik Tauber et Dov Pajsikovic, d'autres survivants du Sonderkommando, décrit le transport du 15 mai 1944 avec des détails médico-légaux. Il a reconnu son ancien rabbin, Chaim Lebowitz, qui menait un groupe d'hommes âgés. Les règles des SS lui demandaient non seulement de rester silencieux, mais aussi d'utiliser activement cette reconnaissance. Il a abordé le rabbin Lebowitz en slovaque, elle l'a appelé par son surnom d'enfance, a fait référence à des souvenirs communs de la communauté et l'a guidé vers la chambre à gaz tout en le rassurant en utilisant leurs relations. Le témoignage de Müller en 1979 décrit son état intérieur. « J'étais deux personnes. L'une était Philippe Müller de Sered, qui connaissait cet homme qui m'avait béni lors de ma bar mitzvah. L'autre était le prisonnier 29 236, Sonderkommando, qui exécutait le protocole opérationnel. Le second a parlé. Le premier est mort tandis que mon corps continuait à fonctionner. Mais le protocole de reconnaissance ne s'est pas arrêté quand les portes de la chambre se sont fermées. Ce que les SS ont demandé ensuite montre qu'ils comprenaient la destruction psychologique à un niveau qui anticipe les méthodes de torture modernes. Les spécifications de conception du crématoire, récupérées dans les archives de construction des SS et analysées par Robert Jan van Pelt dans son étude médico-légale de 2002, montrent que les Judas en verre renforcés n'étaient pas principalement destinés à surveiller la distribution du gaz, mais servaient de poste d'observation pour le conditionnement psychologique. Manuel de formation des SS, section 12, protocole d'observation. Après l'introduction du Zyklon B, le personnel du Sonderkommando désigné maintiendra une observation visuelle à travers les hublots prévus à cet effet. La supervision SS enregistrera, le temps jusqu'à l'arrêt des mouvements, la réaction émotionnelle du personnel, les indicateurs de conformité. Le personnel présentant des signes de dépression émotionnelle sera signalé pour une liquidation accélérée. Le personnel optimal fait preuve d'une observation mécanique sans émotion. Müller devait regarder à travers le Judas pendant que le rabbin Lebowitz et d'autres mouraient. Le SS Unterscharführer Stark se tenait derrière lui avec un chronomètre et un bloc-notes notant temps jusqu'à l'arrêt, 18 minutes, prisonnier 29 236, aucune manifestation émotionnelle, dissociation opérationnelle maintenue, classification, conformité optimale. Mais il y avait une dernière étape dans le protocole de reconnaissance mis en place par les SS, spécialement pour les prisonniers qui maintenaient d'une conformité optimale. Après la ventilation, Müller a été affecté à l'équipe dentaire pour ce transport spécifique. Il a dû extraire les dents en or du corps du rabbin Lebowitz. Les SS avait-il découvert que le fait de forcer les prisonniers à violer physiquement les corps de personnes qu'ils connaissaient créait un niveau de destruction psychologique qui facilitait les transports suivants. Chaque événement de reconnaissance entraînait les prisonniers à se dissocier plus complètement. C'est pourquoi Zalmen Gradowski, les Blankfuss et d'autres ont commencé à documenter non seulement ce que faisaient les SS, mais aussi ce qu'ils étaient eux-mêmes contraints de faire, créant des témoignages si précis et si accablants qu'ils savaient
que le monde pourrait les interpréter comme des preuves de collaboration plutôt que de coercition. Ce que Müller et d'autres ont enterré sous le sol du crématoire entre 1943 et 1944 n'était pas seulement caché aux SS, mais aussi à l'histoire elle-même. Parce qu'ils comprenaient quelque chose de la psychologie humaine que les SS avaient déjà utilisée comme arme, que la complicité, même forcée, serait jugée comme une culpabilité. Entre 1945 et 1980, 5 conteneurs métalliques ont été retrouvés lors de fouilles près des crématoires de Birkenau. Ils contenaient des manuscrits écrits en yiddish, en hébreu et en polonais par des membres du Sonderkommando qui savaient qu'ils ne survivraient pas, mais ce qu'ils ont choisi de documenter et la manière dont ils l'ont fait révèle leur peur la plus profonde. Le manuscrit de Zalmen Gradowski, retrouvé en 1945, contient ce passage. « J'écris ceci en sachant que ceux qui le trouveront pourraient à me condamner. Je documente non seulement ce qu'ils nous ont fait, mais aussi ce qu'ils nous ont forcés à faire. Je décris en détail comment j'ai trompé les nouveaux arrivants, comment j'ai enlevé les corps, comment j'ai retiré l'or de la bouche des morts. J'écris ceci parce que si seule la version des SS survit, le monde ne comprendra jamais le mécanisme de notre destruction. Ils verront des prisonniers juifs faire fonctionner les chambres à gaz et concluront à une collaboration. Ils ne verront pas le pistolet pointé sur notre dos, la menace qui pesait sur nos familles, le choix impossible entre mourir aujourd'hui ou survivre pour être témoin du meurtre de demain. » Gradowski a écrit 81 pages. Il les a enterrées le 6 septembre 1944. Le 7 octobre 1944, il a été tué pendant le soulèvement du Sonderkommando. Son manuscrit a été découvert en 1945 mais n'a été publié dans son intégralité qu'en 2017, car même les spécialistes de l'Holocauste ont eu du mal à présenter des témoignages qui documentèrent la participation forcée des victimes. Le manuscrit de Leib Langfuss, retrouvé en 1962, montre pourquoi le Sonderkommando a documenté ses propres actions avec une telle précision scientifique et pourquoi cette documentation représente la torture psychologique ultime du système. Langfuss a écrit « On enregistre notre complicité parce qu'on comprend ce que les SS ont fait. Ils ont fait de nous les témoins de notre propre damnation. Si on reste silencieux, la vérité meurt avec nous. Si on parle, on se condamne nous-mêmes. Nous écrivons donc tout, chaque détail de ce qu'ils nous ont forcés à faire, et nous l'enterrons, en espérant que celui qui le trouvera comprendra la différence entre l'action et le choix, entre la survie et la collaboration, entre être forcé de tenir le couteau et choisir de le manier. » Langfuss a inclus une section de 14 pages intitulée « Pourquoi nous n'avons pas refusé ?» une analyse philosophique et pratique du calcul impossible de l'existence du Sonderkommando. Il a montré que refuser voulait dire être tué tout de suite, pas seulement toi, mais aussi ta famille si elle était dans le camp. Être remplacé par un autre prisonnier qui serait confronté au même choix. Pas de réduction du nombre de victimes. Le système continuerait quoi qu'il arrive. Perdre la possibilité de témoigner. Il a écrit « Ils ont conçu le système pour que refuser ne mène à rien d'autre qu'à notre mort sans témoignage. Survivre, même dans cet enfer, permet de garder la possibilité de témoigner. Ce n'est pas une justification, c'est une explication. Et nous l'écrivons en sachant que le monde pourrait ne pas accepter cette distinction. Les manuscrits documentent autre chose. La méthodologie systématique utilisée par les SS pour s'assurer que cette destruction psychologique était scientifiquement optimisée, ce qui nous amène à la structure organisationnelle qui a fait du système Sonderkommando l'arme psychologique la plus sophistiquée de l'arsenal nazi. Les SS n'ont pas développé le système Sonderkommando par essai et erreur. Ils l'ont conçu en utilisant des principes issus de la psychologie industrielle, de la recherche sur le conditionnement militaire et de ce que les documents internes appelaient la méthodologie appliquée de déshumanisation, et ils ont documenté chaque étape. Les organigrammes des crématoires, retrouvés dans les archives administratives des SS et publiés dans Auschwitz Chronicle de Danuta Tchek en 1990, montrent que la division du travail n'était pas une question d'efficacité, mais de fragmentation psychologique. Phase 1. Équipe de tromperie dans la salle de déshabillage. Maintenait le récit de la douche, distribuait du savon et des serviettes, parlait calmement en plusieurs langues, créait la confiance par de fausses assurances. Phase 2, observation de l'exécution dans la chambre à gaz, observait à travers des judas pendant le meurtre, chronométrait l'arrêt des mouvements, rapportait les mesures d'efficacité aux SS. Phase 3, traitement des corps après la ventilation, enlèvement des cadavres à l'aide de tuyaux d'arrosage et de crochets, séparation des corps fusionnés par la mort, transport vers les zones de traitement. Phase 4, extraction économique par l'équipe dentaire, extraction des dents en or et des plombages, pesée et enregistrement de l'or par crématorium, remise quotidienne des comptes à l'administration SS. Phase 5, élimination par l'équipe de crémation, fonctionnement des fours à des températures optimales,
Traitement continu, enregistrement de l'efficacité de la combustion. Phase 6. Élimination des preuves par le biais de l'élimination des cendres. Broyage des fragments d'os restants. Dispersion des cendres dans les étangs et les rivières, élimination des preuves matérielles, mais la structure n'était pas statique. Des mémos internes des SS, retrouvés lors des procès de Francfort, révèlent le principe psychologique qui sous-tendait le système de rotation mémo interne des SS, daté du 23 juillet 1944 du Dr Hans Wilhelm Koenig, psychologue du camp d'Auschwitz, au commandant Rudolf Höss. L'analyse des schémas de détérioration psychologique du Sonderkommando révèle que le personnel affecté à une seule fonction, par exemple uniquement l'enlèvement des corps, connaît une dégradation accélérée caractérisée par des crises émotionnelles, des tentatives de suicide et le non-respect des consignes opérationnelles. Recommandation : mettre en place une rotation de 48 heures pour toutes les phases fonctionnelles. Justification : répartir la charge psychologique sur plusieurs actions évite une réponse traumatique concentrée tout en garantissant une complicité globale qui réduit le potentiel de résistance. Le personnel qui participe à toutes les phases montre une dissociation accrue et une réduction des incidents de dépression. Les SS ont découvert que si un prisonnier ne s'occupait que de l'enlèvement des corps, il pouvait garder une distance psychologique, se considérant comme un travailleur forcé plutôt que comme un participant. Mais s'il effectuait des tâches de tromperie, d'observation, d'extraction et d'élimination, la complicité totale créait une dissonance cognitive qui forçait la dissociation comme mécanisme de survie. C'est pourquoi le témoignage de Müller décrit une rotation entre différentes équipes tous les 2 jours. Les SS n'agissaient pas de manière arbitraire, ils mettaient en œuvre une psychologie appliquée, conçu pour maximiser la destruction psychologique tout en maintenant l'efficacité opérationnelle. Les rapports d'efficacité des SS d'août 1944 indiquent « La mise en œuvre du protocole de rotation a réduit les tentatives de suicide de 34% tout en augmentant l'efficacité du traitement de 12%. La participation totale crée un état dissociatif optimal pour des opérations durables. Mais le système avait une faille que les SS n'avaient pas prévue. Une faille qui a failli détruire toute l'opération et qui a révélé à la fois la capacité de résistance des prisonniers et la réponse ultime des SS à cette résistance. Le 7 octobre 1944, le Sonderkommando a réussi ce que les SS pensaient impossible. Ils ont organisé une résistance armée dans plusieurs crématoires en même temps. Ce qui s'est passé dans les 6 heures qui ont suivi montre à la fois la faille du système et la démonstration finale des SS que la mort n'était pas le pire sort qu'ils pouvaient infliger. Le réseau de résistance s'est formé en 3 mois, coordonné par des prisonniers dont Zalmen Gradowski, qui a documenté la planification dans des manuscrits retrouvés plus tard. Mais la manière dont ils communiquaient, sous la surveillance totale des SS, montre la sophistication de leur organisation. Des notes retrouvées, écrites en code sur des bouts de papier et cachées dans des vêtements, montrent la planification. Des explosifs introduits en fraude depuis l'usine de munitions Union Werk par des prisonnières. Un réseau de communication utilisant des prisonniers qui se déplaçaient entre les différents chantiers. Synchronisation du timing entre 4 crématoires. Priorité des cibles, les officiers SS, puis la destruction des crématoires. 7 octobre 1944, 13h25. Les officiers SS arrivèrent au crématoire 4 avec les listes de liquidation. Plutôt que de se soumettre, le Sonderkommando passa à l'attaque. Ils tuèrent le SS Oberscharführer Rudolf Erler et 2 autres officiers. Ils incendièrent le crématoire 4 avec des explosifs introduits clandestinement, le détruisant complètement. Le soulèvement s'est propagé au crématoire 2. Les prisonniers ont coupé les clôtures électrifiées, acceptant les victimes par électrocution, et ont tenté une évasion massive. Certains ont atteint le village de Rajsko avant que les renforts SS, avec des chiens et des mitrailleuses, ne les encerclent. Le soulèvement a été réprimé en 6 heures. Mais la réponse des SS révèle quelque chose de crucial sur la conception du système et explique pourquoi le sort du Sonderkommando était pire que la mort. Registres administratifs des SS, 8 à 10 octobre 1944, action spéciale terminée. Sonderkommando du crématoire 4, 250 pièces éliminées pendant la répression. Sonderkommando du crématoire 2, 200 pièces éliminées lors de la liquidation qui a suivi. Total, 450 pièces traitées. Unité des crématoires 1 et 3, conservées en attendant la sélection de remplaçants. Nouveau personnel sélectionné parmi les déportés hongrois du 10 octobre 1444. Capacité opérationnelle rétablie. Le langage clinique cache le mécanisme d'une cruauté ultime.
Les SS ont exécuté les 200 prisonniers survivants du crématoire, 2 en 3 jours lors de pendaisons publiques, mais ils ont forcé le Sonderkommando des crématoires 1 et 3 à construire les potences, à préparer les cordes et à assister aux exécutions. Ils ont ensuite sélectionné de nouveaux prisonniers parmi les transports entrants et les ont forcés à traiter les corps des membres de la résistance exécutés. En moins de 72 heures, le système était de nouveau opérationnel. Le message était clair, la résistance ne met pas fin au système, elle détermine simplement qui le fera fonctionner ensuite. La machine du génocide continue de tourner, peu importe qui meurt, car les SS avaient conçu un système qui se perpétuait de lui-même grâce à la complicité forcée. Sur les 2200 hommes qui ont servi dans le Sonderkommando d'Auschwitz-Birkenau, seuls 110 ont survécu à la guerre. Ce qu'ils ont vécu après la libération montre pourquoi ce sort était pire que la mort et pourquoi beaucoup de survivants ont dit que la libération était le début d'une autre forme d'emprisonnement. Philippe Müller a survécu par chance, le soulèvement d'octobre a perturbé les plans de liquidation et le chaos de l'évacuation de janvier 1945 lui a permis de se fondre dans d'autres groupes de prisonniers. Mais ce qu'il a vécu après la libération explique pourquoi il a attendu 34 ans avant de parler et pourquoi plusieurs survivants du Sonderkommando ont préféré se suicider plutôt que de vivre avec ce qu'ils avaient été contraints de devenir. Les premiers survivants du Sonderkommando à s'exprimer publiquement ont immédiatement été accusés de collaboration. Lors d'un rassemblement de survivants en Pologne en 1946, lorsqu'un ancien membre du Sonderkommando s'est identifié, d'autres survivants l'ont agressé physiquement, le traitant de capot et de collaborateur. Le procès Eichmann de 1961 rapporte cet échange. Procureur, vous avez travaillé dans les chambres à gaz? Témoin, Dov Pajzikowicz. J'ai été forcé de travailler dans les crématoires. Procureur, vous avez aidé à tuer des juifs? Témoin, j'étais prisonnier. Ils m'auraient tué. Procureur, mais vous avez survécu en les aidant à tuer d'autres personnes. Le témoin s'est effondré et n'a pas pu continuer son témoignage. La transcription note « témoin incapable de continuer en raison d'une détresse psychologique ». Il n'a plus jamais parlé en public. Il s'est suicidé en 1963. Ce n'était pas un cas isolé. Sur les 110 survivants du Sonderkommando, au moins 12 se sont suicidés dans les 2 décennies qui ont suivi la libération, un taux nettement plus élevé que celui des autres groupes de survivants. Primo Levi, lui-même survivant d'Auschwitz, a abordé la question du Sonderkommando dans son essai de 1986 intitulé « La zone grise ». Et son analyse révèle pourquoi même les survivants avaient du mal à faire la distinction entre participation forcée et collaboration. Lévy a écrit « Le Sonderkommando représente le cas le plus extrême de la zone grise, cet espace moral délibérément créé par les nazis où tout choix était impossible et toute action entraînait une culpabilité. Les juger selon des normes morales normales, c'est achever le travail commencé par les nazis, la destruction du cadre moral lui-même. Les nazis n'ont pas seulement tué les Sonderkommando, ils ont mis en place un système qui rendait leur survie indissociable de la complicité, garantissant que même s'ils survivaient, ils porteraient le fardeau psychologique de la damnation. Le témoignage de Müller en 1979 comprend ce passage. « J'ai attendu 34 ans avant de parler parce que je savais ce que les gens penseraient. Ils demanderaient « Pourquoi n'avez-vous pas refusé? Pourquoi ne les avez-vous pas avertis? Pourquoi n'êtes-vous pas morts à leur place ?» Et je n'ai pas de réponse qui satisfasse la logique morale, je ne peux que décrire le mécanisme qui a rendu le refus insignifiant et la survie en une forme de mort qui se poursuit longtemps après la libération. C'est là la dernière dimension qui explique pourquoi le sort des Sonderkommando était pire que la mort. Les SS ont conçu un système qui garantissait que même la survie serait vécue comme une damnation. Une destruction psychologique si complète que la libération ne pouvait y mettre fin. Le système des Sonderkommando représente la psychologie totalitaire dans ce qu'elle a de plus sophistiqué. Un mécanisme qui a transformé la survie elle-même en arme, a transformé les victimes en complices et a fait en sorte que même ceux qui ont survécu pour témoigner portent le fardeau de la complicité forcée. Les SS ont essayé d'éliminer tous les témoins. Ils ont liquidé le Sonderkommando tous les 90 à 120 jours. Ils ont détruit les crématoires en janvier 1945. Ils ont brûlé les documents, mais ils ont échoué. Les témoignages ont survécu. Les manuscrits enterrés par Gradowski, Langfuss et d'autres ont été retrouvés. Les archives administratives ont été saisies. Les 110 survivants ont fini par parler ensemble. Ces sources fournissent une documentation médico-légale sur la machine du génocide, pas seulement sur les meurtres eux-mêmes, mais aussi sur les armes psychologiques utilisées pour détruire les témoins avant d'éliminer leur corps. Cette documentation a une utilité qui va au-delà de la simple archive historique.
Elle montre comment les systèmes totalitaires transforment la complicité en arme, comment la bureaucratie permet les atrocités et comment la machine du génocide nécessite non seulement des auteurs, mais aussi la participation forcée des victimes elles-mêmes. Les nazis ont essayé d'effacer les témoins, mais les témoins ont laissé des témoignages. Et ces témoignages exigent non seulement qu'on se souvienne, mais aussi qu'on analyse, de manière scientifique, psychologique et sans concession, les mécanismes qui ont rendu l'Holocauste non seulement possible, mais aussi industriellement efficace et psychologiquement dévastateur au-delà de l'acte de tuer lui-même. Car comprendre le système des Sonderkommando, c'est comprendre que les nazis n'ont pas seulement assassiné des millions de personnes. Ils ont mis en place un système qui a détruit l'humanité avant d'éliminer les corps, transformé la survie en arme contre les survivants et créé un destin que ceux qui l'ont enduré ont toujours décrit comme pire que la mort.